Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Le second tour de l'élection présidentielle française aura lieu dans quelques jours. Et il opposera ce second tour Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Un événement français, certes, mais qui intéresse beaucoup de Camerounais et d'Africains, à en croire des témoignages recueillis dans les villes africaines. Certains sont attentifs au comportement de l'électorat français vis-à-vis de Marine Le Pen, considérée comme anti-africaine. D'autres sont émerveillés par l'âge d'Emmanuel Macron, qu'il compare à tort ou à raison à celui de la plupart des octogénaires présidents africains. D'où l'intérêt de cette élection pour les Africains. Quelles sont les grandes leçons de ce scrutin pour le Cameroun et l'Afrique? Quelle signification peut avoir pour des partis politiques au Cameroun l'émergence et le succès d'un candidat anti-système comme Emmanuel Macron? Ces questions constitueront la toile de fond de cette émission de 237 le débat. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 le débat ce soir, Georges Tepemanga, bonsoir. Bonsoir, M. Fangwa. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui dois vous remercier. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas humé, n'est-ce pas, l'odeur de ce plateau. Merci de m'avoir invité, de m'avoir une fois de plus fait confiance. Voilà, vous êtes cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez été à plusieurs occasions sollicité, entre autres, comme chargé de mission du parti, comme membre de la délégation du comité central du parti, ou encore comme président ou surtout vice-président de la commission électorale départementale. En tout cas, je dirais tout simplement que vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci, Georges Tepemanga, d'être venu sur le plateau de 237 le débat. Merci. J'introduis également sur ce plateau Célestin Diamène. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être invité sur le plateau. J'espère simplement que les téléspectateurs ne seront pas déçus de la contribution que nous allons leur apporter. Vous êtes en politique, conseiller municipal SDF à la mairie de Douala 1er et surtout secrétaire national aux droits de l'homme dans votre formation politique, le Social Democratic Front. Exact. Merci d'être venu. J'introduis également Abbé Limilobé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir associé à votre réflexion. Voilà, vous êtes homme politique, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Douala 5e. Vous êtes un ex-cadre du SDF et aujourd'hui vous essayez de conduire un mouvement qui est comme une force ou si vous voulez un front uni de l'opposition, certainement en prévision des prochaines échéances électorales au Cameroun, c'est bien cela? Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas un mouvement. Je propose un parti politique en marche. Encore moins. Donc ça n'a rien à voir avec En Marche en France et je sais pas la France insoumise et autre chose là. Non, ce n'est pas ça. Ce que j'essaie de faire, c'est de rassembler un peu tous les amis de toute la grande famille de l'opposition dans le cadre d'une stratégie. C'est une stratégie électorale que je propose. Et d'ailleurs, vous allez appeler cet ensemble-là quoi? Une oui, nous avons... ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Non. Les partis politiques se mettent ensemble pour faire une plateforme d'union de l'opposition dont l'objectif est de présenter des candidats consensuels, des listes consensuelles aux élections municipales législatives, d'avoir un candidat qui jouirait d'un grand soutien de ses pairs dans l'opposition. Ce n'est pas forcément un candidat unique de l'opposition, parce qu'on ne va pas interdire à X ou Y d'être candidat. Seulement, beaucoup de partis politiques peuvent soutenir une candidature qui sort de leur sein. Et c'est ça l'objectif de la plateforme de l'Union. Alors, le principal, cette technique-là a une conséquence que nous recherchons, c'est d'éviter la dispersion de nos voix, de nos votes, la dispersion de nos ressources humaines, la dispersion de nos moyens financiers, que nous n'en avons d'ailleurs pas. Et vous aurez l'occasion de développer cela dans le courant de cette émission. Comme je le dis souvent, Duval, une élection, il faut qu'on apprenne à considérer que c'est quelque chose de lourd. Voilà. Merci à Abbé Limilobé d'être venu. Thierry Diffel, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je salue
tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, vous êtes en politique, militant du CPP, c'est le Cameroun's People Party, et vous êtes surtout secrétaire national aux affaires politiques et aux élections. Aux affaires juridiques et électorales, pardon. Merci Thierry Diffin d'être venu sur ce plateau. Alors, messieurs, vous avez certainement suivi cette élection présidentielle en France, notamment ce premier tour avec les résultats qui ont été rendus publics dimanche dernier. Georges Tepemanga, de votre point de vue, qu'est-ce qui aura le plus retenu votre attention, notamment si vous voulez qu'on aborde la question sur un ordre chronologique, notamment dans la période préélectorale. Je veux faire allusion à la campagne électorale, à tout ce qui a tourné autour de la campagne. Qu'est-ce qui a frappé votre attention dans cette élection présidentielle, notamment ce premier tour en France? D'abord, la France est un pays démocratique, je le connais comme tel. Et le foisonnement, les ardeurs politiques s'expriment tellement, de sorte qu'on ne peut être qu'admiratif, n'est-ce pas, de ce qui s'y déroule. Et donc, je prête toujours une oreille attentive chaque fois que je suis une élection présidentielle en France notamment. Mais je crois que dans tous les cas de figure, le phénomène Macron n'a pas manqué de retenir mon attention. Ça, je ne peux pas ne pas le dire. Parce que quelqu'un qui nourrit une ambition, qui, à côté de cette ambition, essaye de cheviller au corps, n'est-ce pas, ce que je qualifierais d'ardeur, de détermination, et qui, par-dessus tout, réussit à avoir une intuition politique. Quelqu'un, vous le présentiez d'ailleurs à l'entame de vos propos, en vous citant comme un candidat anti-système. Voyez. Donc, parce que beaucoup ont soutenu que c'est quand même la première fois depuis le début de la Ve République qu'on voit un candidat qui n'est issu ni de la gauche classique, ni de la droite classique, qui passe au premier tour et qui d'ailleurs marquait déjà les esprits au cours de cette période préélectorale. Voyez-vous, si j'étais Marine Le Pen, je ne pouvais pas accepter qu'il est candidat anti-système. Comme puisque je ne le suis pas, effectivement, c'est un phénomène qui suscite beaucoup d'attention. Parce que, indépendamment du fait qu'il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée, ministre de l'économie, conseiller, etc., mais je crois quand même que c'est un phénomène qui doit susciter l'attention de plus d'une personne. Parce qu'il a, comme je le disais tout à l'heure, il a, me semble-t-il, eu une intuition politique et il a compris qu'il pouvait déblayer un chemin, tracer sa route, continuer, créer le mouvement en marche, qui finalement le propulse aujourd'hui au second tour. Et je crois que c'est un phénomène qui suscite... Peut-être qu'il devrait juger quoi faire des émules au Cameroun et en Afrique, pourquoi pas, on le verra dans le courant de cette Sauf que vous m'avez toujours dit que comparaison n'est pas raison. Merci. En tout cas, alors Thierry Diffin, lorsqu'on parle de cette campagne électorale en France, beaucoup ont signalé entre autres cet attentat quand même qui est intervenu pratiquement 48 heures avant le début du scrutin et qui a, pour certains, provoqué une psychose extraordinaire. Oui. C'est un fait marquant de cette campagne électorale en France. Bien sûr que c'est un fait marquant, mais ça n'a pas produit l'effet escompté par les analystes, notamment en France, parce que plusieurs personnes pensaient que le fait qu'il y ait cet attentat pouvait amener plusieurs Français, beaucoup d'électeurs, à se réorienter vers un vote d'un candidat qui prônait un programme un peu plus sécuritaire. Par exemple, un François Fillon, étant donné que l'électorat de Marine Le Pen, d'après tous ces analystes, est un électorat stable, est un socle stable, et les gens espéraient donc que l'électorat de Macron aurait pu s'effriter au profit de François Fillon, qui lui était sur une ligne plus sécuritaire au regard du contexte lié au terrorisme. Mais ceci étant dit, ce qui m'a le plus marqué, c'est davantage l'empoisonnement de cette campagne par les affaires, notamment autour de François Fillon et aussi Marine Le Pen, on l'a pas dit assez, aussi Marine Le Pen qui était également inquiétée pour les mêmes faits. Mais vraiment, la campagne de François Fillon a été plombée par les affaires. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que les affaires s'invitent dans une campagne électorale en France. Nous nous souvenons de l'affaire Cleskrim en 2007. Nous nous souvenons du financement de la campagne libyen de Sarkozy qui avait réjailli en 2012, l'affaire Bettencourt, etc. Donc, il y a toujours des affaires. Elles sont consubstantielles même à la vie publique ou politique en France. Et donc, je pense que cette fois,
ces affaires ont pris beaucoup d'espace, au point vraiment, pendant 1 mois et demi ou 2, d'empêcher un véritable débat de fond sur les programmes politiques. Bon, peut-être qu'on va parler assez vite, mais est-ce que vous croyez que cela peut justifier la contre-performance de François Fillon, par exemple, au cours de ce premier tour? Je pense que cela est pour beaucoup. S'il n'y avait pas eu les affaires, je pense que les choses auraient été... Mais dans les affaires précédentes que vous avez citées, est-ce que vous avez le sentiment également que cela a marqué négativement les performances? C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de relativiser. En 2012, par exemple, ça a contribué aussi à la chute de Sarkozy, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, avec beaucoup d'autres éléments agrégés. Mais cette année particulièrement, il y a eu une polarisation véritablement, parce que pendant près de 2 mois, on ne parlait que des affaires. Au point où il y a des candidats, même qui n'étaient pas concernés par ces affaires directement, mais qui n'ont pas pu faire campagne parce qu'ils étaient devenus inaudibles. Et il fallait donc à chaque fois réagir sur des nouvelles révélations, etc. Donc moi je pense que ça a pris une proportion un peu plus importante cette année par rapport aux années précédentes. Pourtant les affaires n'étaient pas aussi, je dirais, grave que les années précédentes. C'était sur le même registre, mais ça a empoisonné la campagne, je pense. Et ça, pour moi, c'est un fait très marquant. Alors, c'est Saint-Germain, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut être considéré comme le principal fait marquant, peut-être au-delà des éléments qui ont été évoqués par les autres panélistes, qui ont retenu votre attention au cours de cette campagne électorale en France? Bien, en dehors des actes terroristes qui sont intervenus, je crois, jeudi, donc 2 jours avant la clôture des élections, ou 1 jour avant, je pense que la campagne, et je pense que l'effet marquant, c'est surtout l'émergence des candidats assez peu traditionnels. Je pense notamment à M. Macron, qui est un candidat de moins de 40 ans, c'est quand même extrêmement rare, et qui surtout a démissionné du gouvernement, n'est-ce pas, Hollande, pour lancer une espèce de mouvement qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure que la campagne avançait. Et surtout, c'est un candidat qui était inconnu il y a seulement 2 ans et demi, complètement inconnu, c'est-à-dire qu'il vient du privé, bien sûr il est passé par l'ENA, de l'ENA il est passé au privé à travers la banque Rothschild, et puis du coup il s'est senti une ambition présidentielle s'est lancée. Apparemment la campagne a pris et ça a marché. Par ailleurs, je considère, comme l'a dit Thierry, qu'il y a aussi beaucoup d'affaires, notamment à travers les révélations du Canard enchaîné, qui ont beaucoup empoisonné, n'est-ce pas, cette campagne électorale. Mais je pense surtout qu'il était important de rappeler que lors de cette campagne, on a vu surtout les 2 partis classiques, notamment le PS, qui a beaucoup ramé, n'est-ce pas, du fait qu'à partir des primaires, le candidat qui avait été choisi n'était peut-être pas le bon, et surtout qu'après, les dinosaures du Parti socialiste français n'ont pas apporté l'appui qu'on aurait été en droit de s'attendre pour un candidat investi par le parti, et notamment le dauphin, le 2e Manuel Valls, a tout fait au point de refuser le parrainage, qui me semble être un élément démocratique, à son camarade, comment dirais-je, Benoît Hamon. Donc, ceci fait que finalement, cette campagne était assez iconoclaste. Est-ce que cela peut poser le problème de la pertinence ou de l'efficience des primaires au sein des formations politiques dans le cadre de la préparation d'une élection? Je pense qu'il n'y a pas qu'en France d'abord qu'il y a les primaires. Je pense qu'en Italie, avec Romano Prodi, en 2005, ça a parfaitement marché, l'ancien président de la Commission européenne, parce que l'électorat était étendu jusqu'aux sympathisants du Parti socialiste italien. Donc ça fait un très bon Premier ministre italien. Aux États-Unis, Obama, qui était un parfait inconnu, c'est grâce aux primaires qu'Obama a émergé. Bon, maintenant, dans le cas de la France, c'est vrai que cette année-ci spécialement, les années précédentes, ça me semblait rentrer plutôt dans les cordes classiques, mais cette année spécialement, je crois que les primaires n'ont pas donné le candidat idéal. Mais ce n'est pas une raison de remettre en cause le principe démocratique des primaires. Parce qu'en vérité, ce n'est pas un clan de 15 personnes d'un bureau politique qui vont se mettre dans leur cuisine pour choisir un individu en fonction de sa fortune ou de ses relations personnelles. C'est vraiment, si on croit à l'action politique, à l'activité politique, à la démocratie, je pense que donner le pouvoir au peuple n'est jamais un tort. Maintenant, c'est la faisabilité. Le candidat sorti des primaires qui peut être bon ou mauvais. Mais initialement, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, sous prétexte que voilà, le PS a perdu lamentablement. C'est une défaite, il est vrai, historique, mais ce n'est pas un critère pour remettre en cause ces primaires. Alors, Abbé Limilobé, est-ce que ce cafouillage entre griffes au sein des formations politiques, entre autres pour ce qui concerne ces primaires-là, ou encore toutes ces affaires qui ont empoisonné la campagne électorale, selon les panélistes ici, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça sous le compte de cet élément perturbateur, presque inédit depuis le début de la Ve République? On a un président de la République sortant qui n'est pas candidat à sa propre succession.
L'élection qui vient de se dérouler en France est très riche en renseignements. Je crois que le tout premier qui me vient à l'esprit, c'est que chaque pays a son ADN. Les pays ne sont pas identiques, c'est comme les individus. Chaque pays a sa spécificité. Et c'est un message qui, à mon avis, est adressé à tous ceux qui ont tendance à faire un mimétisme forcené et qui croient qu'on peut transposer les modèles d'un pays à un autre. Vous voyez les États-Unis faire des primaires, mais en même temps, aux États-Unis, on n'a jamais vu le président du Parti démocrate aller aux élections. Vous voyez, on n'a jamais vu le président du Parti républicain être candidat. Ben, vous amenez ça en France et vous avez des présidents des partis qui habituellement sont les candidats, qui vont au primaire et qui sont battus au primaire. Oui, mais ça semblait indiquer que c'est un accident de parcours. Il ne faut pas considérer que c'est un accident de parcours. Ça a un message. Ça montre très bien les limites de la transposition des modèles. Quelque chose qui est tout à fait naturel aux États-Unis est devenu un gros problème en France. On ne va pas, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que ça veut dire que le président d'un parti va aux élections primaires et est battu par quelqu'un qui lui-même va être battu de façon extraordinaire? Ça veut dire que ce mode de désignation ne correspond probablement pas à la psychologie de la société française et même à l'organisation politique de cet État et des partis. Moi, je crois que l'un des messages qui me vient à l'esprit dans tout ça, c'est que la désignation d'un candidat, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Il ne faut pas que les gens fassent en sorte qu'un candidat soit désigné dans des conditions où c'est l'émotion qui prime. Parce qu'un candidat, c'est un ensemble de considérations, parmi lesquelles les affaires dont parle Thierry. Est-ce que vous allez, quand vous allez faire des primaires, vous faites ça avec des candidats, avec des milliers d'électeurs, plus ou moins informés sur la qualité des hommes qui se présentent. Ce qui n'est pas vrai lorsque vous avez un conclave qui s'assoit pour désigner le candidat. Le conclave, lui, il a les aptitudes à réfléchir sur les écueils que le candidat pourrait rencontrer, sur la personnalité du candidat, sur son histoire, sa trajectoire politique, etc., etc. Ce que les électeurs, surtout lorsque le champ électoral a été élargi, comme ça l'a été en France, où on est sorti de l'intérieur de la famille politique pour appeler tout le monde un peu à venir voter, etc., etc. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la capacité que les gens ont à oublier rapidement les choses par des phénomènes de mode. Quand j'entends les gens dire que Macron est un candidat anti-système, je suis étonné. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si on prenait le secrétaire général adjoint de la présidence de la République du Cameroun, on dirait au Cameroun que c'est un candidat anti-système? C'est pas vrai. Si vous prenez le secrétaire général de la République du Cameroun et décide d'être un candidat, donc, ici au Cameroun, on va dire que c'est pas un homme du RDPC. Donc vous faites la donc je pense que c'est de la manipulation que de vouloir présenter M. Macron comme un candidat anti-système. Monsieur Macron... Vous dites donc qu'il est de la gauche, c'est ça? Monsieur Macron... Mon problème n'est pas gauche ou droite. C'est pas ça. Mon problème est que vous ne pouvez pas prendre des gens qui étaient des collaborateurs de premier rang du président de la République. Pendant combien de temps? Peu importe. Peu importe. Okay. Peu importe. Est-ce que le système, on est du système parce qu'on y a fait 30 ans? Oui, enfin, on pose cette question justement parce que dans l'opinion, on observe que il a été adoubé entre griffes. Mais pas parce qu'il est arrivé système. Il est arrivé au poste qu'il a occupé pendant peu de temps. Oui, mais pas parce qu'il est candidat. Il s'est rendu compte justement qu'il n'était pas à sa place et il s'est retiré. Non, pourquoi vous dites qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas à sa place? Moi, je pense que il s'est rendu compte que il avait utilisé le système à bon escient, qu'il avait déjà les moyens de faire et puis il y a autre chose qui vous dit qu'il n'est pas le produit et qui vous dit qu'il n'a pas été une création de M. Hollande à l'effet de saborder le Parti socialiste qui lui a refusé son soutien. Parce que si M. Hollande refuse de se représenter aux élections, ce qui est très iconoclaste d'ailleurs,
et un ancien premier secrétaire du Parti socialiste qui refuse de se présenter, c'est bien parce que M. Hollande était devenu seul, était un homme seul. Et il a décidé de rendre la monnaie au Parti socialiste en créant cet individu que les gens considèrent comme un anti-système. On va analyser le phénomène à Macron et peut-être la correspondance qu'on peut faire dans l'espace politique camerounais. Mais je voudrais qu'on reste sur le premier élément qu'on a évoqué, en rapport avec les primaires. Est-ce que le fait d'organiser les primaires, ou bien si vous voulez, l'échec entre griffes, avec ce qu'on a observé en France au cours de ces primaires, peut amener à penser que dans notre contexte camerounais, les primaires, ce ne serait pas une bonne chose pour la qualité du casting en vue d'une élection présidentielle ou législative ou ailleurs? Je vais bien dire un mot dessus, mais il est important de rappeler quand même, quand vous indiquiez que Macron n'a pas mis longtemps dans le système, c'est en 2007 que Jacques Attali le présente à François Hollande. Il faut d'abord le savoir. En 2007, il le présente à François Hollande, et avant 2012, Jacques Attali. Et en 2012, Macron, avant l'élection, il coordonne le pôle du programme économique du candidat Hollande. Donc, il n'est pas tant que ça hors du système. Il est déjà dans le système et c'est un énarque. Il est dans le système. Rothschild, ce n'est pas aussi n'importe quelle banque. Il est dans le système. Donc vraiment, c'est pas un candidat anti-système et il n'est pas nouveau. Il est bien dans le système. Bon, sur les primaires, je vais me situer un peu à mi-chemin entre M. Elimbi et M. N'Djamène. En effet, si les primaires sont effectivement une expression démocratique, je pense que la façon dont elles ont été organisées en France, ça a été très mal fait. Parce que vous ne pouvez pas vouloir désigner un candidat pour représenter une famille politique. Je prends l'exemple de la droite dans le cas d'espèce, et vous appelez tout le monde à venir voter. Il y a des gens qui sont venus voter pour éliminer certains candidats à droite et choisir un candidat évidemment moins apte qui pourrait perdre face à leur propre candidat parce qu'eux n'allaient pas voter la droite dans les élections générales. Donc c'était une très mauvaise façon. Si vous voulez faire les primaires, on peut à la limite les confiner, les limiter à la famille politique, aux militants de du parti. Ça peut se comprendre. Maintenant, est-ce qu'au Cameroun, c'est un système qui peut fonctionner? Moi, je ne pense pas. Parce que, comme M. Elimbi indiquait tout à l'heure, il y a des appareils, il y a des idéologies, il y a un certain nombre de choses. Et je verrais mal comment on pourrait appeler tous les Camerounais à venir dans un parti, ou bien dans un mouvement ou dans un ensemble pour choisir un candidat. Moi, je ne sais pas comment moi je pourrais aller choisir le candidat du RDPC. Moi, ça ne passe pas. Que le RDPC choisisse son candidat, le SDF choisisse son candidat et on vient à la compétition. Donc, c'est comme ça que je conçois ça. Primaire, certainement, mais limité, confiné à la famille politique. Alors, voilà, vous, c'est dans votre parti, le RDPC, Georges Tepemanga, les primaires, c'est également une façon, je vais dire quoi, non, enfin, peut-être pas primaire, mais lorsqu'il parle du renouvellement du sommier politique, il me semble que c'est une opération qui visiblement permet de dégager une certaine élite et le moment venu peut-être de voir quel peut être le meilleur casting pour les consultations électorales, non? Non, je crois que je vous ai indiqué tout à l'heure que comparaison n'est pas raison. Vous savez, lorsqu'on analyse une situation comme celle-là, il faut la situer dans son contexte historique. Parce que justement, l'environnement n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, les mœurs ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas les mêmes, j'en passe, et les meilleurs. Donc je crois que dans le RDPC, puisque vous évoquez cet aspect, nous avons un cheminement qui est différent, qui n'est sans doute pas parfait, peut-être qui est perfectible, parce que on n'a pas de comment je vais dire ça. Vous savez que dans les statuts de notre parti, le président qui a été élu lors d'un congrès, c'est lui qui se présente à l'élection présidentielle. Je voudrais préciser à toute fin utile, parce que j'entends les gens gloser ici et là que c'est le candidat naturel. Le mot naturel n'existe pas dans ces statuts. C'est le candidat du parti, tout simplement. Donc c'est un cheminement qui est particulier. Mais pour revenir... Vous adressez à vos militants, hein.
Oui, non. À vos camarades du parti. Non, au-delà des militants, même tous ceux qui sont qu'ils sont ceux qui utilisent le plus. Non. Sont eux qui utilisent le plus l'expression canal naturel. Au-delà de nos militants, peut-être par souci de pédagogie, sans être pédant, mais beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas militants du RDPC, mais qui utilisent à tout va ce vocable de naturel. Ce terme n'existe pas. Ouvrez, regardez les statuts du RDPC, vous n'allez jamais voir candidat naturel. Ça n'existe pas. Bon, donc pour revenir donc dans le contexte français, je crois que, vous savez, tout ce que nous évoquons jusque-là, est ce qu'on peut résumer en régime politique. Je disais tout à l'heure que nous sommes ici dans la perspective ou dans le fondement de la Ve République, n'est-ce pas, avec la Constitution de 1958, qui remplace la 4e République, qui elle-même a été créée en 1946. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le souci, à l'époque, c'était de donner un pouvoir fort à l'exécutif. C'était un peu ça. Bon, mais pour revenir un petit peu en arrière, le contexte de, comme disait M. Thierry Diffin tout à l'heure, je pense que les primaires ne sont pas une mauvaise chose, mais elles demandent simplement un encadrement sérieux. Je donne un exemple très simple. Vous avez observé comme moi que plusieurs militants d'autres partis ont voté pour certains partis. Comment est-ce qu'un militant du MODEM, enfin MODEM encore que parfois ils sont à gauche, mais du Parti Socialiste, va aller voter pour quelqu'un? C'est contre nature. Parce que les idéologies... On est dans la perspective d'une élection nationale. Oui, c'est constitution électorale unique. Non, je ne suis pas encore... Non, moi je ne suis pas encore dans le cadre de l'élection nationale. Je suis dans le cadre des primaires. Oui, bien sûr, mais c'est dans cette perspective. Ce que Duval dit, c'est primaire, mais en vue... Oui, sauf que là, il y a beaucoup de calculs souterrains. Il fallait confiner ça. Alors, militants. Parce que je prends un exemple. Beaucoup de militants socialistes n'aurait peut-être pas n'aurait peut-être pas accepté que Nicolas Sarkozy. Ils sont venus voter pour éliminer Sarkozy. Donc, il fallait se positionner pour que, d'emblée, M. Sarkozy ne puisse pas passer, par exemple. Donc, ce sont les travers, vous voyez. Mais, dans son essence, je pense que les primaires, dans leur essence, les primaires ne sont pas une mauvaise chose parce que elles permettent aux candidats qui ont de l'ambition, au départ, de jauger leurs capacités, de mesurer leurs forces. Et je pense qu'il est sain de le faire. Pourquoi? Parce que l'esprit, l'un des esprits, s'il faut dire, de la Ve République étant de laisser un citoyen aller à la rencontre du peuple, un peu comme Macron a fait. Si par exemple, nous 5 qui sommes sur ce plateau, n'est-ce pas, décidions de nous présenter à l'élection présidentielle. Il faut arbitrer. Venant d'un même parti, ça pourrait provoquer des émiettements face au parti adverse. Et donc, il faut au départ essayer de voir qui peut être en meilleure capacité de nous représenter. Et pour cela, les conditions des électeurs doivent être bien définies. Absolument. Et c'est Saint-Germain, le sentiment qu'on a en écoutant les autres pays ici, c'est que la droite, à travers ses primaires, s'est fait à la Kiri. Non, on ne peut pas dire ça. D'abord, je tiens à rappeler que M. Macron est un candidat anti-système. Non pas qu'il n'a pas côtoyé le PS, mais dans sa campagne, oui, il a déclaré en 2016 qu'il n'a pas de carte du Parti Socialiste. Il n'a pas renouvelé sa carte. Permettez. Je suis en train de dire qu'on parle d'un candidat. Un candidat en campagne, c'est là qu'on le juge. Pas ce qu'il a été avant. Il a dit que... vous allez le dire pour... Non. Je suis en train de dire... Non, là, je parle de Macron. Je suis en train de dire... Non, je suis en train de développer une thèse. Je considère, pour ce qui me concerne, que M. Macron est un candidat anti-système. Pourquoi? Parce que, pour une fois, ses soutiens viennent de toutes parts. Il ne se réclame ni de gauche, ni de droite. Mais M. Ndiamène, la politique... Je mets juste... Ce qui peut nous mettre en accord, c'est de définir ce qu'on entend par anti-système. Et là, parce que le système, c'est quoi? En général, en France, il y avait un système de bipartisme de fait. C'est-à-dire qu'il y avait le PS d'un côté, la gauche, et la droite classique. Donc, de fait, nous avions un bipartisme. Or, voilà un candidat pour la première fois qui ne se réclame ni de gauche, ni de droite. Parce que même Mélenchon dit qu'il est de gauche. Artaud dit qu'il est de gauche. Poutou dit qu'il est de gauche. Fillon dit qu'il est de droite. Mais Madame Le Pen dit qu'elle est patriote de droite ou d'extrême droite.
Mais Macron dit qu'il n'est ni gauche ni droite. Non, mais et quand on regarde, ça veut dire que ces électeurs, ça a une conséquence. Ça a une conséquence. Pourquoi? Parce que ces électeurs, effectivement, on l'a vu, attention à ça. Ces électeurs, effectivement, viennent de toutes parts. Donc, en ce sens-là, et seulement en ce sens-là, on peut dire on dit d'ailleurs, je persiste et je signe, qu'il est un candidat anti-système. Bon, maintenant, je crois que, je vais prendre une image très simple. L'eau, ça permet de maintenir la vie, mais l'eau aussi, on peut se noyer dans l'eau. Le couteau, ça peut faire partager un gâteau, ça peut aussi tuer. Les primaires, le principe c'est quoi? C'est que c'est démocratique. Moi, je me bats toute ma vie politique contre les mafias dans les partis politiques. Je suis contre les conclaves, les gens, le groupe de 20, le clan de 20-30 personnes qui ont la science infuse, qui auraient le génie de désigner le meilleur candidat. C'est du n'importe quoi. Moi, je crois au peuple. Je suis issu d'un parti dont le slogan est « Power to the people ». Je crois que quand plusieurs cerveaux, plusieurs intelligences se rassemblent, ça a plus de portée que 15 ou 20 cerveaux. Donc, on ne peut pas dire que dans le cas de la droite, effectivement, on estime que ces primaires-là n'ont pas fait beaucoup de bien. Non, le problème, dans le cas de la droite, rappelez-vous qu'en 2007, Madame Ségolène Royal bat aux primaires Fabius, qui est un cador, et Strauss-Kahn, qui sont des éminences du Parti socialiste. Mais grâce au peuple de gauche, n'est-ce pas, Ségolène Royal, contre toute attente, gagne la primaire. Elle fait quand même un score, elle a failli de peu battre Sarkozy au deuxième tour. Moi, j'y étais. J'ai vu la foule qui avait derrière Ségolène Royal. Elle est issue uniquement des primaires. Et seules les primaires peuvent permettre ce genre de miracle, si j'ose dire. Donc, je crois profondément au peuple. Arrêtons de dire que comme cette année 2017 a sorti les candidats plus ou moins peu attendus, dans les primaires, il faut jeter ça aux sorties. Mais non, justement, il faut entretenir. Au SDF, il y a des primaires. Au RDPC, dans les élections locales, il y a des primaires. Ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, les primaires? Est-ce qu'on les détourne de leur chemin naturel ou pas? Voilà la question. Donc, sur le principe, jeter les primaires, sur le principe, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir comment ça va organiser la faisabilité. Je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde est d'accord. Non, je veux dire un petit truc. Monsieur Tepé, moi, nous l'avons dit, mais monsieur Limbi n'est pas d'accord. Je veux dire un truc. C'est un peu, en fait, c'est un grand jeu de mots, une rhétorique de dire quelque chose est bien dans son principe, mais ensuite il faut l'anticiper. Oui, mais dans la faisabilité. Bien sûr, c'est la zone qui gère dans l'opérationnel. Non. C'est comme un fleuve. C'est la fleuve qui justifie les moyens. Quelque chose qui est bien, qui vous donne un mauvais résultat, ça veut dire que votre jugement a priori était mauvais. Non. Si vous avez une voiture, qui est bien, mais qui marche mal, c'est que c'est une mauvaise voiture. Il faut chercher la cause. Il faut chercher la cause. Si vous avez, c'est à vous de chercher les causes de la mauvaise marche. Mais vous constatez que votre bonne voiture supposée marche mal, c'est une mauvaise voiture. Je reviens à ce que je disais, s'il te plaît. Un contrôle technique. Je reviens à ce que je disais. Il faut éviter des amalgames. Le pouvoir appartient au peuple. Oui. Pour désigner son chef d'État. Non, pas seulement. Si vous décidez que dans votre parti, le pouvoir appartient aux militaires, c'est une chose. Mais qu'est-ce que le peuple vient faire dans le parti? Le parti politique est par essence un microcosme. C'est une association. C'est une association. Mais si ce n'est plus ça, c'est que ce n'est plus un parti. Non. Donc vous ne pouvez pas envisager que vous avez un parti politique qui se caractérise justement par le fait que c'est un petit morceau fermé de la société. C'est un espace privé. Si vous dites, ok, notre espace privé, nous voulons désigner notre candidat, on appelle tout le Cameroun, c'est que ce n'est plus un parti politique. Ça, c'est deux. Je voudrais revenir maintenant sur la notion de système. Il ne faut pas que quand on juge les choses des autres, on prend des postures et demain, quand on va revenir dans nos choses, on commence à les changer. C'est comme l'affaire du Gabon où on a vu des gens ici aller soutenir la dictature au Gabon. Et demain, ils vont venir vouloir combattre la dictature au Cameroun. Quand vous soutenez la dictature au Gabon, comme j'ai vu tous ces opposants ici qui soutenaient la dictature au Gabon, il faudrait que demain ils soutiennent la dictature au Cameroun. C'est ça qui est logique. Très bien. Alors, donc, quand quelqu'un a travaillé dans un régime politique,
Quand vous avez travaillé avec des gens, il est du système. Vous êtes du système. Ok, donc ça c'est votre compréhension. Et le fait que ce n'est pas une question de jeu de mots, je suis anti-système. Je vous demande, quand vous reconnaissez que M. Macron n'est pas du système, si demain Kamto est candidat ici au Cameroun, vous allez reconnaître qu'il n'est pas du système. Kamto n'est pas ici. Non, il faut bien reconnaître qu'il est. Parce que les mêmes qui vont reconnaître, les mêmes qui vont vouloir dire, sur cette question, au-delà que Kamto est du système, c'est eux qui sont en train d'admirer Macron là-bas et qui sont en train de dire non, il n'est pas du système. Il y a un seul candidat en France qui est anti-système. Ok. C'est Le Pen. Et alors, même, c'est discutable. Je tiens à rappeler quand même qu'en 2002, de la politique. Monsieur Hollande, en 2002, Monsieur politique. En 2002, Monsieur Hollande, Monsieur Strauss-Kahn ont voté à contre-cœur pour Monsieur Chirac face à Le Pen au deuxième tour. Ce n'était pas leur choix politique, Monsieur Chirac. Oui, mais on le voit même déjà. On le voit même déjà avec les alliances qui s'annoncent depuis la fin du premier tour. On voit effectivement. C'est Célestin qui a la parole. C'est Célestin qui a la parole. Ça veut donc tout simplement dire que quand on parle des primaires, on parle de la manière avec laquelle on va désigner pour un parti, n'est-ce pas, un candidat. Ce parti s'assoit et définit sa politique et son programme politique de campagne. On ne fait plus appel au peuple. Hein, le primaire, c'est terminé. C'est pour désigner un candidat. Une fois que le candidat est désigné, le parti s'assoit, voit le programme du candidat, parce que le candidat est soutenu par le parti, mais le parti doit le soutenir aussi, dans le sens qu'il y a quand même des idées de gauche comme de droite. Je prends l'exemple sur les IF. On a un parti social-démocrate. Je dis que nous sommes donc pour le gouvernement participatif, pour le progrès social. Le RDPC en face, c'est un parti beaucoup plus d'élite et de conservateur. Donc il y a une idéologie de droite ou de gauche. Donc ça veut donc dire qu'en termes de politique présentée au peuple qui doit choisir le futur candidat, le futur président, il s'agit d'une politique élaborée par ce parti-là. Donc en vérité, on ne peut pas dire que les primaires, c'est quelque chose de dangereux. Non, on fait ce commentaire en 2017, en 2012, en 2007, personne n'a fait ce commentaire. Pourtant, il y avait les primaires au PS en 2007 et en 2012. Pourquoi? Parce que les candidats ont fait un très bon score. Macron a fait moins de 7%. C'est un désastre historique. Oui, mais jamais le PS... tu fais comme si le PS a toujours fait des primaires. J'espère a gagné quelle primaire? Non, je en 2007 et en 2012. Alors, donc attendez. C'est une culture d'apprendre. Là, sur ce point-là, je te fais remarquer quand même que quand le candidat s'imposait... Non, attends. S'imposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le charisme... Non, c'est pas une question de charisme. Mitterrand était premier secrétaire. Il était le chef du parti. Mitterrand a fait un très bon score. Il est allé aux élections comme chef du parti. Mitterrand était le candidat historique. En 2002. Permettez. L'élection qu'il a permis. Je vais te donner un petit truc, un petit détail. Vous savez, j'ai toujours dit... Oui, tu vas reprendre ma parole. J'ai toujours dit, faisons attention, c'est une question de principe. Vous comprenez? On peut dire des choses contre le RDPC, mais il a un principe. Si vous êtes militant du RDPC et que vous avez des ambitions présidentielles, vous allez d'abord conquérir l'appareil qu'on appelle le RDPC. Oui, mais c'est ça n'a rien à voir avec les primaires, permettez. Non, ça n'a rien à voir avec les primaires. Ok, d'accord. Je reprends la parole. Il est précis. Mais dès qu'il finisse, alors, Abel. Je suis en train de dire qu'il y a des cas où, quand le chef du parti, je peux vous assurer que M. Biya, quand il sera plus au RDPC, il y aura des primaires, même pour la présidentielle du RDPC. Parce que quand il y a des candidats de niveau moyen, par exemple, en France... Il faut les départager. Oui, quand il est candidat, quand personne ne s'impose, la nature voudrait qu'on passe aux primaires. Pourquoi? Non, c'est la nature. C'est gagner la présidence du parti. La preuve, c'est que... Non, c'est Hollande. La présidence du parti. Nous sommes en 2017. Si Hollande se revendiquait d'un bon bilan, je vous assure qu'on n'aurait pas organisé le primaire. Absolument. Je vous assure. Là, moi, Mitterrand s'imposait tellement au PS que... Absolument. Georges Marchais, je dis que il faut voir les choses telles qu'elles sont. Georges, tu me parles de Georges Marchais qui n'a jamais gagné une élection. Il était candidat du PC. Tu me dis qu'il était charismatique. Le charisme, c'est pas toujours. le charisme, c'est...
prenez la parole avant de parler. Non, je pense très sincèrement qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. C'est-à-dire quoi? D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que, de mon point de vue, les Français essayent beaucoup de calquer les Américains. Ça, c'est la première chose. C'est un constat que j'ai fait depuis, et ça ne vaut pas que pour les primaires. Bon, même si c'est de nature différente. Mais seulement, il y a plusieurs éléments que j'aimerais essayer de mettre sur la table. M. N'Djamène, et à juste titre, disait tout à l'heure qu'il y a eu de précédentes primaires, et qui se sont pourtant bien déroulées. Il faut en tenir compte. Absolument. Bon. Sauf que, vous savez, il y a souvent beaucoup de calculs politiciens. C'est vrai aussi que, et beaucoup de Français se posaient la question, comment est-ce que quelqu'un qui est président en fonction va venir aux primaires avec les autres, fussent-ils membres de son parti? C'est quand même un problème sérieux. Bon. Vous avez donc vu la conséquence que ça a donné. Donc, en même temps, il y a aussi cet élément, parfois le charisme de la personnalité peut jouer, je ne dis pas joue, mais peut. Je crois que l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, c'était lui le premier secrétaire du parti. Et dès qu'il est monté, donc, c'est lui qui a même préparé François Hollande, qui a eu, je crois, 2 mandats à la rue Solferino, comme premier secrétaire. Il a passé 12 ans, 11 ans. Voilà 2 mandats. Bon, je veux dire que j'ai pas voulu parler de primaire tout à l'heure dans le RDPC en ce qui concerne les élections, parce que c'est d'un autre niveau. C'est pas la même chose. Mais en tout état de cause, j'ai évoqué tout à l'heure une chose qui me semble encore une fois être fondamentale, qui est que si nous sommes tels que nous sommes là sur ce plateau, 5 personnes, pour que nos adversaires en face, nos votes ne puissent pas, les votes émanant de notre parti ne puissent pas faire l'objet d'un émiettement, il est cohérent que nous définissions une ligne programmatique, que nous définissions une stratégie commune pour que le meilleur d'entre nous aille challenger contre le meilleur d'en face. Le meilleur d'en face. Pour une question de cohérence. Voyez. Maintenant, il n'en demeure pas moins vrai que parmi nous, il y aurait toujours des tacticiens pour essayer de tacler celui qu'on va envoyer. Et c'est le cas de Manuel Valls par rapport à Benoît Hamon, par exemple, qui, après avoir été battu, le BABA aurait voulu que la solidarité, j'allais dire de corps, Partisane. oui, puisse l'amener à dire je ne suis pas partisan de sa ligne politique, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, c'est que je dois rester fidèle aux idéaux du parti et aux engagements qu'on prend. Donc, je vais voter Benoît Hamon. A contrario, il a plutôt décidé de... Oui, mais de toute évidence, il semble être en train de se rattraper en ce moment, puisqu'on voit très bien que les alliances qui sont établies là et là, ça et là, ou encore les non, il est toujours dans... Non, alors, bon, pour finir, 2 secondes. Oui. Effectivement, en 2002, j'y étais aussi, puisque j'ai des amis qui me disaient qu'ils... Français, je ne le suis pas, qui me disaient qu'ils allaient voter Chirac avec un mouchoir sur le nez. Bien sûr. Donc il y a là, n'est-ce pas, comme une espèce de mouvement républicain auquel il faut apporter son... Absolument. Alors, Thierry Diffène, sur barrer la route à un parti. Pour rester sur les grandes leçons qu'il faut tirer de cette élection présidentielle en France, notamment pour ce premier tour, pour le Cameroun, entre autres, et puis l'Afrique par la suite, on a commencé à parler de cette campagne électorale avec tout ce qu'il y a eu comme élément. Là, on a insisté sur les primaires et l'impact que la qualité de ces primaires a eu sur les performances des différentes formations politiques. Mais il y a également à côté de la campagne peut-être d'autres éléments qu'il faut évoquer. Je prends peut-être le cas des programmes. Comment vous avez trouvé ces programmes-là? Est-ce que la façon de concevoir ces programmes, la façon de les porter, est-ce que cela peut inspirer le Cameroun et les autres États? Vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que pendant la campagne, il y a eu un certain nombre d'affaires. Et visiblement, on a le sentiment que cela a inspiré un certain nombre de candidats, justement, pendant cette campagne électorale. Et cela apparaît dans certains programmes. On a vu, par exemple, le candidat Macron indiquer qu'il va interdire le cumul de plus de 3 mandats électifs, qui va interdire pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil pendant leur mandat, ou encore d'employer des membres de leur famille. Est-ce que finalement on n'a pas le sentiment que cet élément-là a impacté peut-être les programmes et peut-être aurait joué finalement sur les performances des candidats? Avant de dire un mot sur les programmes, je voulais dire que une des plus grandes leçons qu'on peut tirer dans le déroulement de ces élections en France, c'est le fait qu'il existe quand même
un socle minimum de règles de jeu acceptables qui sont consensuelles, inclusifs et participatifs. C'est-à-dire que vous n'allez pas entendre les gens contester le système électoral. Il y a des petits dysfonctionnements, ça ne manque pas, parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais il y a un minimum critique sur lequel les gens s'accordent et ça permet donc justement de parler des programmes. On est plus au niveau... Le soir de dimanche, lorsque les résultats ont été annoncés, lorsqu'on a affiché les deux candidats, on a quand même entendu Jean-Luc Mélenchon indiquer que il se gardait encore de se prononcer, d'attendre de voir quels sont les résultats définitifs. Oui, mais pendant ce temps, tous les autres candidats quand même félicitaient les candidats élus. Les estimations ne font pas partie des règles dont ils parlent. J'ai précisé même d'ailleurs tout à l'heure que même si ça aurait pu arriver, c'est l'ensemble des candidats s'accordent quand même à dire que voilà, les règles du jeu sont démocratiques, sont consensuelles. Personne ne remet en cause. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections en France. Et donc, c'est le Parti socialiste qui est au pouvoir et donc qui organise les élections. Et vous voyez très bien qu'ils ont fait 6%. C'est Claude Guéant, qui était ministre de l'Intérieur, directeur de cabinet de Sarkozy, qui a organisé les élections en 2012, qui a vu Sarkozy perdre. Donc, vous voyez que on doit tirer cet exemple-là pour dire que au Cameroun, définitivement, nous devons véritablement bâtir un système électoral qui est inclusif, neutre, qui permet véritablement l'expression des populations, que ce soit one man, one vote. Donc, ceci étant dit... Avant d'arriver là, sur cette question, parce que c'est important quand même, le consensus autour du jeu électoral. Comparaison pour comparaison, si on fait la correspondance, on peut dire que il vaut mieux peut-être retourner à une élection organisée par le MINAT. Le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème se pose en termes de volonté politique. Est-ce que des gens, M. Biaki au pouvoir, compose ce conseil, a la volonté d'organiser des élections libres et transparentes au Cameroun? Voilà la question politique qui se pose. Que ce soit le MINAT, que ce soit quel ou tel autre organe, il suffit d'avoir la volonté politique et on met les moyens en œuvre pour y arriver. Il n'y a pas d'unité de mesure. Non, il y a des unités de mesure. Ah, d'accord. On a fait des tas de débats sur le système électoral. Monsieur Elimbi qui est là, c'est un de ses chevaux de bataille. On en a parlé. On sait ce qu'il faut faire pour avoir des élections libres et transparentes au Cameroun. Et ce combat-là continue d'ailleurs. Donc, quand vous avez donc un système électoral qui est consensuel, des règles du jeu acceptées par tout le monde, les gens peuvent donc faire parler des idées, peuvent parler des programmes. Nous avons donc permettez que les autres réagissent sur cette question-là parce qu'elle est importante. C'est vrai que je voulais y arriver après, mais bon, puisque vous avez anticipé, on fait le tour sur la question du jeu électoral et puis on revient sur le programme. Alors, Georges Tepes, sur cette question-là, j'imagine que vous partagez totalement l'avis de Thierry, et la question est d'autant plus pertinente que le président de la République, par une série de décisions, vient de remodifier, de redistribuer les cartes au niveau du conseil électoral avec la désignation d'autres membres et certains qui sont sortis, et pour certains finalement à arbitrer le conflit entre griffes qu'il y avait entre le président du conseil électoral et le directeur général, entre autres. Je vais vous répondre, mais j'ai vu le président français récemment lors de la cérémonie en hommage aux policiers tués. Il y a un petit bout des phrases qu'il a prononcées qui a retenu mon attention. Il a indiqué que, et c'était une petite pique, une bonne petite subtilité, que puisqu'il avait convié les deux candidats élus pour le second tour, n'est-ce pas, assisté à cette cérémonie, il a indiqué quelque part que, je cite là, il faut éviter de la surenchère, n'est-ce pas, et je crois, de la rupture. Il faut plutôt de la constance et de la persévérance. J'ai très bien compris ce qu'il voulait dire. C'est que, quel que soit ce qu'on peut faire demain, il faut partir de ce qui existe aujourd'hui. Mais avant de continuer, permettez-moi, puisque vous lui posiez la question tout à l'heure sur les innovations qu'apportait Macron, vous aviez évoqué la limitation de mandat, je pense, tout à l'heure. Je voudrais préciser. C'est sur le programme. Oui, je vais revenir sur je voudrais préciser que vous savez qu'en France, le mandat, c'était un septennat. Le mandat était de 7 ans. Et depuis le référendum qui a été demandé par Jacques Chirac en 2000, le mandat est passé de 7 ans à 5 ans. Et
sur... je pense que là, ça a été une initiative de M. Sarkozy. Il y a une loi constitutionnelle, le 23 juillet 2008, n'est-ce pas, qui indique que le président ne peut exercer que 2 mandats consécutifs. Bon, maintenant, par rapport à ce que vous me demandiez donc tout à l'heure, je suis d'accord avec M. Ndjifen. Et au-delà même de ce que M. Ndjifen indique, la problématique, c'est peut-on construire, établir, consolider une démocratie sans démocrate? Parce que c'est ça l'environnement global. Et je suis totalement d'accord que avec les contestations, avec les observations qu'on peut voir ici ou là, nous sommes un peuple, nous sommes un Cameroun qui est uni, indivisible. Chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut s'asseoir. Moi, je suis un démocrate. Je ne suis pas bien placé pour parler de moi. Vous appelez donc à un consensus autour du code électoral, comme c'est d'ailleurs demandé par la plupart des formations politiques de l'opposition qui estiment que le moment est venu de s'asseoir et de discuter sur ce code électoral pour définir quelque chose de consensuel. Il n'y a pas un moment précis. À tout moment, si les nécessités s'imposent, il faut discuter. La violence politique désarme, le dialogue politique désarme sur la violence. J'espère que vous n'êtes pas en rupture avec la façon de voir de votre parti sur cette question de code électoral. Si vous regardez bien les textes du RDPC, je crois que parmi les 10 objectifs que poursuit ce parti, qui sont passés à 12 depuis le 3e congrès en 2011, vous allez bien voir écrit noir sur blanc que le RDPC a pour vocation à instaurer une véritable démocratie. C'est écrit. Et ce n'est pas le papier qui fait. Ce n'est pas justement, ce n'est pas le papier qui fait les textes, ce sont les hommes. Et donc, il faudrait que les méthodes, contrairement à ce que les gens croient, il y a des hommes qui sont dans le RDPC, qui sont des démocrates, qui voudraient que les choses avancent convenablement, mais comme dans le RDPC ou ailleurs, j'aime pas beaucoup le vocable opposition, il y a toujours des bons et des moins bons. Et donc, c'est ce contre quoi nous devons tous lutter pour que la dynamique avance. Alors, sur cette question, Célestin Yamen, justement, on peut donc comprendre que l'une des leçons aussi de cette élection présidentielle en France, c'est la capacité du gouvernement à organiser des élections qui ne soient pas contestées. Et de ce point de vue, cela devait nous inspirer bien d'États en Afrique. Oui, et il y a du chemin pour ce qui concerne l'Afrique en général, le Cameroun en particulier. Mais avant tout, j'aimerais dire qu'il y a eu un débat tout à l'heure sur le mot estimation. Oui. Depuis 1965, date à laquelle a eu lieu la première élection présidentielle en France au suffrage universel direct, tout à fait. Jamais les résultats finaux n'ont jamais contredit les estimations. À aucun moment. Donc quand à 20h on dit que Macron a gagné, ce sera toujours comme ça. Il a gagné. Depuis 52 ans donc. Ça veut dire que, depuis 65, jamais les estimations n'ont été contredites par les résultats finaux. Maintenant sur ta question. Vous rappelez que dimanche dernier, c'est M. Mathias Fekal, ministre de l'Intérieur, qui proclame les résultats. C'est le ministre du gouvernement socialiste qui dit que Benoît Hamon a 6,7%. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays, une nation, où la démocratie, qu'on le veuille ou non, est relativement mieux ancrée. Au point où on n'a pas besoin d'une CENI, ce qu'on appelle ici la commission électorale indépendante. En fait, c'est un truc pour les nègres, quoi. Enfin, qui est fait pour les bananières. Parce que tout le monde se méfie de tout le monde. Donc il faut une commission, on va dire, impartiale, qui rassemblerait, qui est censée être neutre. Ce qui n'est pas le cas chez nous, d'ailleurs, il n'y a même pas de CENI. Donc en vérité, si la démocratie n'a pas éclos, il est clair que, évidemment, on trouvera toujours des subterfuges pour essayer de créer des espèces de commissions. Ce qui est important, c'est que pour comparer ce qui se passe en France, pour s'inspirer de ce qui se passe en France, il est important de dire que la situation politique au niveau des textes au Cameroun doit être assainie. Si les règles du jeu sont inéquitables, il est clair qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe en France à ce qui se passe ici. Parce que, pourquoi? Je vais prendre un exemple très simple. Macron a démissionné du gouvernement, début 2017. Il a commencé à lancer un mouvement qui s'appelle En Marche. Il a fait des manifestations tout à fait autorisées, enfin, entre guillemets, sans aucune embûche. Ici, rappelez-vous de Ezra Titus. Quand il démissionne du gouvernement Biya en 97, pour être candidat contre son ancien mentor, on l'arrête, on le met en prison. Ici au Cameroun, pour qu'il y ait un nouveau Macron, il faudrait déjà s'assurer
que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Quand les Français s'inspirent des États-Unis, parce qu'on parle de deux démocraties, on ne peut pas véritablement, sauf si on n'est pas sérieux, s'inspirer de ce qui se passe en France. On ne peut pas macroniser la situation politique au Cameroun aujourd'hui. Parce que d'abord, il nous faut un code électoral normal. Ce code électoral actuel est taillé sur mesure pour un homme et pour un parti, le RDPC, vous ne pouvez pas le citer. J'ai créé d'ailleurs sur WhatsApp un groupe qui s'appelle Code électoral pour tous, parce que je considère que si monsieur le président Biya met autant d'énergie à faire partir la fraude des urnes vers les textes, c'est parce qu'il est convaincu que vous auriez 15, 20 millions d'inscrits, il va vous gagner, il vous battra. Parce qu'il légalise la fraude. Je prends l'exemple très simple, l'article 115, alinéa 2, qui vous dit que de tous les PV qu'on peut avoir dans un bureau de vote, de tous les scrutateurs, seul le PV du président du bureau de vote fait foi. Ça veut dire qu'il se passe que moi, ce que j'ai vu à Elekam, Bali, à la base, avec d'ailleurs un représentant du CPP, on était deux ce jour-là. Nous voyons le président du bureau de vote sortir le PV, censé être dans les enveloppes hermétiquement fermées, et mettre les façons liquides. Et donc le résultat de ce PV-là fera foi contre vous. Oui. Vous savez très bien que quand il y a un recours, non, permettez, quand il y a un recours contentieux, l'opposition ne gagne jamais dans ce pays. L'opposition ne gagne jamais en termes de contentieux électoral. Jamais, jamais, jamais. Donc moi je pense qu'il faut d'abord assainir un code électoral équitable pour tous. Une fois qu'il sera fait, maintenant on peut s'inspirer de ce qui se passe en France. En l'espèce, au Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas dire que on peut avoir un Macron camerounais. Les gens font des poses des actes loufoques, farfelus. J'ai vu sur Internet qu'il y avait des gens qui se prenaient déjà pour des Macron camerounais. C'est du n'importe quoi. Moi, je dis que la priorité, c'est d'abord le code électoral. C'est même pas les inscriptions sur les listes électorales, puisqu'en vérité, M. Biya vous attend, si j'ose dire. Aujourd'hui, vu le contexte électoral camerounais, même si le pape se présente face à Biya, le pape perdra. Parce qu'il a tout fait, effectivement, pour demeurer et s'éterniser au pouvoir. Voilà le vrai enjeu aujourd'hui. Le pape n'est pas élu de la même façon. Non, mais je veux dire que c'est une image. Parce que je voulais rétorquer un peu quand même. Ok, rapidement, en quelques secondes. Oui. Non, je pense que... Vous voulez certainement dire qu'il y a le professeur Maurice Kamto qui est sorti du gouvernement et qu'on n'a pas arrêté, j'imagine. Ben, si vous venez à mon appui, c'est une bonne chose, à mon crédit. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que... Non, je voulais simplement dire que M. Fangwa, M. Ndiamène a souvent de bonnes idées, même s'il est excessif. Nous sommes d'accord qu'il faut améliorer, mais on ne peut partir que de ce qui existe. Et d'ailleurs, je dirais même un peu pour pousser le bouchon plus loin que vous, que le contexte n'est pas le même. Je l'ai déjà indiqué parce que nous n'avons pas de possibilité d'avoir un candidat libre ici qui se lance. Voilà. Vous voyez, je vais plus loin que vous. Absolument. Bon, donc il faut améliorer, mais le candidat indépendant. Il n'est pas interdit. Indépendant. Dans les textes. Bon, oui, je me permets de rappeler toutes ces choses. En France, il faut avoir 500 parrainages. Des parrainages, oui. Et vous savez qu'en France, il y a beaucoup de mairies avec des maires apparentés ou sans parti. Donc c'est facile pour un M. Macron qui n'est pas extrémiste d'avoir des signatures très facilement. Mais tant mieux. Bon, en France, on en demande 500 au Cameroun, on en demande 300, c'est nettement mieux. Mais les maires sont tous RDPC ou presque tous. Ce que je voulais indiquer, c'est que il ne faut pas laisser poindre dans l'esprit de vos téléspectateurs que c'est le président Biya qui demande aux gens, si nous avons des représentants, allez trafiquer moi les procès. Il ne faut pas, non, il faut quand même pas aller jusque-là. Oui, c'est ce que je voulais évacuer, effectivement. C'est quel propos. Oui, c'est pas cette méprise là. Le président Biya n'a jamais resté au palais dit bon, allez changer les procès verbaux, allez mettre les corrections. Mais moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a encore qui profite. Oui, d'ailleurs lui-même l'a indiqué. Est-ce que tu veux dire qu'il n'est pas au courant de ça? Mais vous savez que s'il y a un crime, en droit pénal, la responsabilité est individuelle. Vous le savez. Il y a le commanditaire. Oui, mais attendez. Et puis encore faut-il avoir condamné Maras pour complicité intellectuelle. Pour finir. Non, c'est pas. Soyons sérieux, c'est pas le président. J'espère que vous savez que c'est mon temps que vous êtes en train de parler. J'en termine. C'est vrai, il y a des réflexes. Il faut être honnête, il y a des réflexes qu'il faut endiguer. Parce que certaines personnes ne comprennent pas que nous sommes dans le pluralisme. Et puis, au XXIe siècle, avec la démonopolisation des ondes, avec la mondialisation, je crois qu'il faudrait que nous changions, certaines personnes, de toute façon, changent un peu de façon de voir et de faire. C'est important. Bien. Alors, Abbé Mbilo, sur cette question-là de l'organisation des élections, lorsqu'on regarde ce qui se passe en France, le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, un ministre qui est
de gauche et qui donne gagnant un candidat qui n'est pas de gauche, ça fait rêver. On peut y aller. Le président de la République vient de nommer de nouveaux membres à l'ECAM. On peut recommencer à espérer avec cette nouvelle cuvée de Non, il n'y a rien à espérer. Je crois que ce n'est pas... Je ne suis plus sur ce type de combat. Le combat des hommes. Oui, ce combat, je pense que c'est un combat qui est inutile. Nous savons que le système électoral est mauvais. Nous savons qu'il a été conçu pour servir à la survivance d'un régime. Donc, ce n'est le combat qui consiste à modifier le système électoral. Ce n'est pas avec le système électoral qu'on va l'avoir. Si vous voulez faire un combat pour modifier le système électoral en utilisant le système électoral, bon, je pense que c'est que vous n'êtes pas stratège. Si vous voulez faire un combat, contraindre M. Biya à changer le système électoral, vous allez faire un combat qui n'est pas politique. Vous allez faire un combat insurrectionnel, vous allez organiser une émeute, vous le chassez du pouvoir. Et tous ceux qui parlent du système électoral n'ont pas la capacité insurrectionnelle. Donc c'est un combat, il tourne en rond. Alors le combat mené porte quoi? Le combat, c'est de le battre avec son mauvais système. Comment est-ce possible? Mais je constate que quand je regarde le comportement des différentes formations politiques, ce n'est pas par le système électoral qu'ils sont battus. Ils sont battus par leur incapacité à être présents. Je vous donne des exemples simples. Les 27 partis politiques qui sont allés aux élections législatives en 2013 contre le RDPC étaient absents dans 14 circonscriptions électorales où le RDPC était seul. Est-ce que c'est le code électoral qui les a empêchés d'être présents? Les 14 circonscriptions-là, où les 27 partis politiques réunis étaient absents, représentent 89 sièges à l'Assemblée nationale. Donc avant qu'on ne commence l'élection... Et ça, ce n'est pas de la fraude. Et ça n'a rien à voir avec la fraude. Donc, ça demande complètement ce qui a été dit antérieurement. Non, ce que je veux dire, c'est que la fraude, c'est des comportements individuels. C'est des comportements qui peuvent être sécrétés par les mauvaises lois. Mais ce n'est pas honnête en l'état actuel de nos rapports de force que nous nous agrippions sur le code électoral pour dire que c'est ça qui nous fait peur. Mais le sentiment justement qu'on a, c'est que ce développement que vous faites est considéré pour certains comme de la distraction. Non, non. Parce que le problème de fond, justement pour eux, c'est d'abord la modification. Oui, mais écoutez, chacun peut avoir le problème de fond qu'il veut. C'est les statistiques qui nous montrent que, et qui nous mettent d'accord. Est-ce qu'il est possible donc de faire autrement? Oui. Comment? Oui. Pourquoi voulez-vous que je considère que c'est le code électoral qui est le problème? Quand 27 partis politiques sont allés aux élections, il y avait 180 candidats à présenter et 180 suppléants. Les 27 partis politiques, qu'ils soient au gouvernement comme l'UNDP, l'ADD et les autres, plus ceux-ci qui sont 22, parce qu'il y a 5 de l'opposition pro-gouvernementale, donc Issa Chiroma, Garga, MDL, Daikole, etc. Et puis les 22 autres, SDF jusqu'au PUS. Ils sont incapables de présenter 180 candidats. On en a présenté 163. Il y a encore 17 RDPcistes qui n'avaient pas en face d'eux un combattant de l'opposition. Donc, quand on sait ça, on comprend que la priorité, c'est d'abord d'être capable d'avoir en face d'un RDPciste candidat un candidat de l'opposition. Oui, alors avant de continuer, avant de continuer, je vous pose une question pour qu'on comprenne très bien. Oui. Quelle est la garantie que avec un système électoral nettement meilleur que celui qu'on a en face, on n'aura pas justement ce raz-de-marée au sein des partis politiques de l'opposition et donc une forte représentation avec la capacité de couvrir un territoire beaucoup plus grand. Parce que pour certains, justement, s'il y a une démobilisation, c'est à cause du système électoral qui n'est pas bon. Première chose, c'est évident.
première chose, un système électoral n'est pas là pour nous permettre de gagner. Si. Ce n'est pas le rôle du système électoral de faire gagner l'opposition. Le système électoral n'est pas là pour faire gagner le régime. Le système électoral, comme Thierry Ndifen a dit, est une institution qui a pour seule vocation de permettre au peuple de faire son choix. Je termine s'il te plaît, parce que c'est très important. Oui. Pour que les gens... 30 secondes pour finir, oui, parce qu'on va les gens encore deux comprennent. autres aspects. Je vais te dire que l'étude que j'ai faite a montré quelque chose d'extraordinaire. L'opposition, les 27 partis qui sont allés contre le RDPC ont gagné au total 32 sièges de députés. Avec le SDF, le plus fort d'entre eux, qui était absent dans 5 régions sur 10. C'est-à-dire que si le match se jouait SDF contre RDPC, le RDPC est présent dans les 10 régions, dont il présente 180 candidats. Le SDF est absent dans la Damawa, il est absent dans le centre, il est absent au sud, il est absent à l'est. On a compris votre raisonnement. À l'extrême nord. On a compris votre Mais ce n'est raisonnement. pas tout. Il est ensuite dans les 5 régions où il était On a compris votre raisonnement. Votre raisonnement vise à montrer que si les partis politiques étaient plus présents sur le territoire national, dans toutes les compétitions, ils auraient des sièges nettement meilleurs que cela. Attends, n'aie pas peur, c'est pas contre toi. C'est un débat, il n'y a pas de peur à avoir. C'est Saint-Germain qui a la parole. Non, s'il te plaît. Non, vous allez finir plus tard. Ils m'ont d'ailleurs pris mon temps. Vous allez finir plus tard. C'est Saint-Germain, vous avez la parole sur la question. Je vais dire simplement qu'il faut être un peu réaliste, pragmatique et sérieux. En 97, et même avant 97, en 92, au plus fort, au zénith de la puissance de l'opposition, on a eu pratiquement, le premier parti, le SDF, n'a pratiquement pas eu d'élus dans la Damawa, dans l'extrême nord, dans le nord. Pratiquement pas. Et même pas au centre. L'essentiel de nos troupes venait du nord-ouest et du littoral. Et même encore devant nous, plus près de nous, en 2013, l'essentiel de nos troupes viennent quoi? Un député dans le sud-ouest, à Koumba 2, 3 dans le littoral, 1 à l'ouest et le reste le nord-ouest. Donc, dans ce pays, il y a un système électoral qui fait qu'il y a des régions, je prends notamment le sud, l'est et le centre, où les militants de l'opposition ne peuvent même pas oser entrer dans le bureau de vote. Non. Je vous le dis. Je vous le dis. Par ailleurs, quand on dit, moi je veux l'alternance, je veux la rupture, je ne veux pas améliorer le score de l'opposition, je ne veux pas plus de députés de l'opposition en Guadeloupe. Je veux que l'opposition prenne le pouvoir. Tout à fait. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des règles de jeu équitables. On ne dit pas que l'opposition va atteindre... Mais ce n'est pas les règles de jeu qui vous donnent le pouvoir. Permet. Ça veut donc dire que si on veut la rupture, si on veut prendre le pouvoir, ce qui est la vocation de l'opposition et donc des partis politiques de l'opposition, il faut absolument d'abord mettre en place, s'assurer que nous avons des règles de jeu équitables. Imaginez un instant, si Duval vous rentrez chez vous, votre maison est en train de brûler. Quelle sera votre priorité? Chercher l'auteur de l'incendie, même si c'est d'intention criminelle, ou bien éteindre le feu d'abord? C'est, j'imagine, éteindre le feu. Aujourd'hui, la maison Cameron est en feu à cause d'un code électoral expressément mis en place pour préserver le prince. Je vous dis, et je vous redis dans ce pays, ayez 20 millions d'inscrits sur la liste électorale. Monsieur Biya gagnera. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement bien que aujourd'hui, avant qu'il a nommé monsieur, comment il s'appelle, monsieur Eno Abraham, qui remplace monsieur Fonkamazou, qui n'était plus en odeur de sainteté, pour s'assurer sa réélection en 2018. Parce qu'il pense qu'il va brandir le code électoral. Bon, ça c'est de la... Non, ce n'est pas la diversion. Je suis en train... Est-ce que vous savez des raisons de la... des raisons de l'éviction, de la non-reconduction? Non, je vous dis, monsieur Biya est candidat. Non, est-ce que vous savez des raisons de l'éviction? C'est une analyse politique. Mais quelle analyse? C'est une analyse politique. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui au Cameroun, si on s'amuse à penser que on va simplement chercher, comment dirais-je,
des coalitions, des partis qui vont s'entendre, répondre, qui dans le Douala 5e, qui dans le Noun, pour essayer de passer, lever le pied quand un partenaire sera socialiste. Non, c'est une mauvaise voie. Moi, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est le changement de ce code. Mais Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de conseil constitutionnel. Vous savez que quels que soient vos recours, les recours que vous engagerez face à la Cour suprême, dont il gère la carrière, vous n'aurez jamais gain de cause. Et si on a le conseil constitutionnel, il ne va pas gérer la carrière? Mais c'est pareil. Ça dépend. C'est la magistrat. Donc vous tournez en rond. Non, tout en rond. Vous faites un combat pour avoir le conseil constitutionnel à la place de la Je veux simplement terminer en disant que aujourd'hui, s'il doit y avoir coalition, c'est la coalition contre ce mauvais code. Parce que imaginez-vous un instant qu'il y a un match Cameroun-Sénégal et qu'il y a un arbitre sénégalais, on sera en droit de recuser cet arbitre? Parce que les conditions de règles du jeu ne sont pas équitables. Absolument. À la base. Mais on libère l'opposition. Qu'est-ce qui vous assure qu'avec 15 millions d'inscrits, l'opposition gagnera? Mais on ne va pas aux élections pour être sûr de gagner. Non, qu'est-ce qui vous dit que... Non, on ne va pas aux élections pour être sûr de gagner. On va avec l'envie de gagner. Comment ça veut dire que si on vous donne le système, vous-même vous allez créer un système où vous serez sûr de gagner? Oui, je te paie. Non, mais les jeux électoraux ne sont pas là pour Mais c'est moi qui ai la parole. Qu'elle soit équitable. C'est Georges Tepé qui a la parole, s'il vous plaît. Très bien. Les téléspectateurs qui nous suivent. Et vous prenez mon temps de parole. Non, maintenant c'est moi qui ai le temps de parler. Les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre comprennent depuis belle lurette que M. N'Djamène Célestin est un véritable orfèvre de la manipulation. Et je vais vous en donner démonstration. Premièrement, si vous travaillez avec quelqu'un depuis longtemps, que vous connaissez, et que vous estimez qu'il est là pour vous aider à vous maintenir au pouvoir, vous n'avez pas intérêt à l'enlever à la veille d'une élection. D'où la question de M. Elimbi. Qu'est-ce que vous en savez du fait qu'on ait demandé à M. Eno de remplacer l'autre? Il faut savoir raison garder. Bon, première chose. Deuxième chose. Un chef de village appelle les animaux pour que chaque animal puisse faire sa démonstration. Chacun se met à danser. Le tour de la tortue arrive. La tortue dit que le sol est glissant. C'est ce que N'Djamène est en train de faire. Ce que M. Elimbi vient de vous dire là, c'est très important. Au-delà de ce qu'il évoque pour masquer, comme n'est-ce pas, vous savez, les gars qui font l'élevage des abeilles là, ils brûlent le feu pour mieux attaquer les abeilles, mieux les arrêter. Ce qu'il vient de dire là est fondamental. C'est-à-dire qu'au-delà même, supposons qu'il y a des manipulations, au-delà même des manipulations, mais vous laissez déjà l'espace vide. Mais attendez, il ne faut pas aller chercher, il ne faut pas faire science pour comprendre ça. D'accord, ok, tiens une différence sur la question. Au-delà, s'agissant de l'organisation des élections au Cameroun, au-delà de la question qui est évoquée sur la capacité des partis politiques de l'opposition à couvrir l'essentiel du territoire national, ou encore sur le code électoral qui jusqu'ici n'est pas consensuel pour la plupart, il y a d'autres éléments qui sont souvent évoqués pour justifier les contre-performances des partis politiques de l'opposition notamment. On parle très souvent même de la question même du découpage électoral, des circonscriptions électorales et l'attribution des candidats ou bien si vous voulez le nombre de sièges par circonscription électorale qui est fondé sur des éléments qui, du point de vue de pas mal d'observateurs, restent encore pratiquement illogiques. Je mets d'ailleurs quiconque au défi de me dire la date exacte à laquelle se tiendront les élections au Cameroun l'année prochaine. Personne ne peut nous dire maintenant comment ça va. Même pas le président de la République. Peut-être lui seul dans son secret. Oui, mais attendez. Dites-moi à quelle date on aura l'élection présidentielle au Cameroun. Mais c'est pas comme on aura le deuxième tour. C'est pas indiqué dans la Constitution. Comme nous aurons le deuxième tour le 7 mai 2017. Non, vous m'avez posé la question. Est-ce que vous pouvez me dire à quel jour vous m'avez... il va agir. Les délais d'organisation des élections sont indiqués par la Constitution. Mais bien sûr. Non, les délais ne sont pas indiqués par l'organisation des élections. La Constitution vous dit que à partir de telle fourchette, vous ne pouvez pas dire. Mais c'est les délais, non? Non, Duval. Le mandat, c'est C'était pour illustrer en fait, le caractère aléatoire. Voilà, et le caractère aléatoire de ce code électoral. Et évidemment, le code électoral, il ne faut pas seulement voir si on va gagner. Je vais répondre, parce que c'est important, il m'a posé une question. Il s'agit aussi de produire une personne qui soit légitime au-delà de la légalité. Il faut que la personne qui arrive à la tête de l'État, ou bien qu'il soit maire ou conseiller municipal ou député, soit légitime et été choisi véritablement par les populations.
Donc, si vous mettez en place un système électoral qui biaise ce choix, ça fait du mal également au pays tout entier, en effet, parce que la personne qui va donc gouverner n'aura pas la légitimité nécessaire pour mener à bien cette gouvernance. Donc, il est donc urgent, naturellement, de mettre en place des règles de jeu consensuelles. Évidemment, il faut prendre en compte pour les questions d'ordre tactique et stratégique ce que M. Limbia a relevé sur la présence, parce que même si vous avez un bon système électoral et que vous abandonnez 89 sièges avant le début de la compétition, il y a un problème. Là encore, s'il te plaît, sur la présence, 1,5 milliard ont été débloqués en 2013. Le RDBC a pris 900 millions. Sans argent, comment voulez-vous être dans le centre, la Damawa, l'Est, l'extrême nord? C'est pas possible. Arrêtons de rêver. Il y a un problème d'argent. S'il vous plaît. Okay. Oui, non, vous n'avez pas la parole. Je voulais que Georges réponde. Si vous voulez répondre rapidement en 30 secondes sur ce qu'il me dit avant de... Parce qu'on va revenir sur la question du programme, il faut qu'on sorte par là. Il y a un problème d'argent. Non, en fait, j'essayais, je n'ai plus l'article en tête, mais je crois qu'il est spécifié. Vous ne pouvez pas me le dire, attendez, vous me posez une question, vous apportez la réponse vous-même. Vous ne pouvez pas me le dire, c'est une question rhétorique. Donc, que je ne réponde non plus à la question. C'est une question rhétorique. Ok, bon, d'accord. Ok. Je voulais. Je sais qu'il y a un intervalle, mais il n'y a pas de date. Et justement, la loi dit entre 20 et 40 jours dès la fin. Mais non, avant l'expiration du mandat du président. C'est ce que je rappelle. Et ce mandat prend fin au moment en prenant en compte le serment du président de la République. Alors, s'il vous plaît. Évitons de fournir aux adversaires de faux arguments. Parce que le vrai argument. D'accord, on sort l'émission sur le dernier élément. On n'a jamais prorogé l'élection présidentielle. Je voulais dire, jamais. Je voulais juste dire, bien sûr, mais pas pourquoi je voulais pas que il m'a posé une question, je voulais apporter un élément. Et rapidement. La précision en termes de date n'existe pas. Mais je pense que, de mon point de vue, c'est une prudence du législateur. Non. Attendez, non comment? Non. Parce que nous sommes dans un environnement où imaginons que pendant que il a été spécifié que l'élection va se dérouler en novembre 2018 et que dès une semaine avant, par exemple, que notre territoire, c'est un examen, il peut en avoir plusieurs, soit pris en flagrant par des hordes de bandits comme ça a été le cas. Et ceci ne pouvant pas permettre à l'État de se déployer pour une élection, par exemple. Même en France où la date est prévue, il y a des cas d'empêchement qui permettent... C'est un examen. Alors, sortons de la question, s'il vous plaît. Par le dernier sujet que je voulais... qu'on a annoncé tout à l'heure sur les programmes. Thierry Diffel, est-ce que la qualité des programmes politiques présentés par les candidats peut amener les hommes politiques à s'en inspirer pour produire peut-être des programmes qui soient aussi intéressants? Enfin, je ne sais pas s'ils sont intéressants, mais on a parlé tout à l'heure des éléments qui ont été, par exemple, évoqués par le candidat Macron et qui, visiblement, étaient alléchants. Il parle, par exemple, des sanctions contre les partis politiques qui ne respectent pas la parité dans les candidatures aux élections. De toutes les façons, M. Fangwa, toutes les sensibilités étaient représentées dans cette élection, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, notamment, qui est incarné par ce Macron, davantage centre-droit, parce que je pense que c'est plus un social-libéral. La droite traditionnelle par Fillon et Hamon qui a représenté la gauche. Donc, toutes les sensibilités étaient représentées. Et les mesures que vous essayez de ressortir là sont un peu des mesures plutôt consensuelles. Presque tous les candidats ont prévu quelque chose sur la moralisation de la vie publique. Ouais. Et ça, c'est un vieux débat dans la Ve République. Donc, je ne pense pas que ça va beaucoup bouger. Parce qu'en même temps, il y a des lois qui sont votées. Il faut qu'il ait une majorité pour faire passer tout ça. Oui. Même comme il dit qu'il va gouverner, il y a la question de la gouvernabilité par décret, etc. Bon, on verra très bien ce que ça va donner. Mais bon, on peut voir ça comme ça. De toutes les façons, au Cameroun, les partis politiques ont des programmes politiques. Je ne connais pas un parti qui n'a pas un programme. C'est vrai que... les gens ont coutume de dire qu'il n'y a pas de programme. Moi, je ne sais pas. Il y a des programmes. Mais est-ce que ces programmes donc, sont attractifs, sont réalistes? Ça, c'est un autre débat. Je pense donc que cette élection, à travers la qualité des débats que nous avons suivis, à travers la qualité des programmes, peuvent effectivement inspirer les uns et les autres à mettre davantage du contenu.
a davantage du contenu. C'est vrai que le combat qui est le nôtre pour l'instant n'est pas encore véritablement à ce niveau-là, parce que vous ne pouvez pas parler de contenu quand les règles du jeu ne sont pas consensuelles, quand vous ne pouvez pas avoir une présence effective sur le terrain. C'est quand vous avez réussi à faire ces deux choses-là, donc avoir des règles du jeu qui soient consensuelles, à être présent sur le terrain, que vous pouvez maintenant faire le débat de fond, de contenu, pour intéresser les Camerounais. Et donc, de ce point de vue, il y a un problème de démarche avec Élie Lobin, je veux dire, sur les priorités. On peut commencer par A, avant B, et ainsi de suite. C'est que ça fait 26 ans que nous luttons contre les lois qui organisent les élections. Nous n'y sommes pas parvenus. Et c'est justement parce que nous avons des échecs. D'ailleurs, si vous lisez cette étude, je l'ai intitulée « L'opposition camerounaise, réalité des échecs à répétition ». Des échecs à répétition. Donc moi, je crois humblement que c'est bien beau de trouver que c'est l'autre qui fait mal. Mais quand vous avez échoué plusieurs fois à un examen, en accusant les enseignants d'avoir mal organisé les épreuves et mal corrigé vos copies, quoi que vous fassiez à un moment donné, vous allez vous asseoir et faire votre introspection. Vous avez parlé des priorités. Je reste attaché à l'idée que nous allons battre M. Biya et le RDPC avec ses mauvaises règles et nous allons créer des bonnes règles et tourner la page. Ce sera d'ailleurs la raison de notre avènement aux affaires. Modifier l'ordre politique, l'assainir, pour que, comme Thierry le dit, on vive dorénavant sur un consensus politique qui n'empêche pas les compétitions politiques. Mais comment parvenir à vaincre? Il y a deux écoles. Celle de M. Djamène qui veut continuer sur la lancée de 26 ans à combattre sur les plateaux de télévision le mauvais code électoral. Bon, c'est pas seulement sur les plateaux de télévision. Non, mais je ne vois pas ce qu'ils font d'autre. Je ne vois pas ce qu'on fait d'autre. Je vois que tu es très absent des plateaux. On décrit, non, je suis très présent et j'ai fait ce travail avec toi et avec enthousiasme et je continue. Parce que nous devons continuer à dire ce qui ne marche pas dans notre pays. Il n'est pas normal qu'il y ait une disposition dans la loi, comme l'article 151, 171 ou 217, qui nous empêche qui empêche le SDF et le CPP, par exemple, à Douala Premier de s'asseoir et de faire des listes. J'observe que vous n'avez pas voulu parler des programmes. Non, je veux tout ça sur l'émission. Non, je veux dire que si vous avez le programme comme priorité pour vous faire élire, le Manidem a des programmes. Mais en raison de sa capacité électorale, qui est de présenter, par exemple, 6 candidats sur 180 aux élections législatives, eh bien, si son programme est très attrayant, il ne va gagner que 6 députés. Très bien. Et avec 6 députés, il ne va pas changer l'ordre politique. Pour changer l'ordre politique, il faut que nous comprenions que sur les 32 députés que nous avons gagnés, 18 ont été gagnés dans 10 circonscriptions électorales où, tu sais ce que ces 10 circonscriptions sont? C'est les seules 10 circonscriptions où il y a eu chaque fois un parti de l'opposition en face du RDPC et l'opposition a gagné les 18 sièges, c'est-à-dire 100% de taux de réussite. Les 14 sièges restants, l'opposition les a gagnés dans 11 circonscriptions à travers le Cameroun où il y avait en moyenne 2,7 partis politiques contre le RDPC. L'effet de dispersion se fait voir. Très bien. Georges Tepin, sur la question des programmes. Lorsqu'on regarde cette élection présidentielle en France, notamment ce premier tour, les débats entre les candidats, les programmes qui sont présentés, ça devrait inspirer les hommes politiques au Cameroun, non? Oui, d'autant plus que un programme reste le socle granitique même, constitue le fondement de ce que doit proposer un parti. C'est important. Mais dans notre pays... Est-ce que dans le cas de la France, vous croyez que ça a pesé les programmes? On n'en a pas le sentiment. Disons que les éléments programmatiques ne sont pas trop ressortis. C'est maintenant qu'ils vont ressortir. Parce que comme ça a été dit, précédemment, c'est le point faible de ne l'oublions pas. Il y a eu ne voulait que ça. Hein. Le point ne voulait que le combat programmatique. Le bon diable a fait ce qu'il lui ressemble. Écoutez, vous ne serez pas dédouané par cette étude. Il a le plus bon temps de parole. Non.
Mais alors, dans notre contexte camerounais... tu l'as donné ton temps de parole. Non, c'est que je reste démocrate. Quand il prend la parole, je ne suis pas... bien qu'il y ait un régulateur. Ceci dit, il est important. Mais est-ce que dans notre contexte camerounais, les gens, une grande majorité, prêtent attention sur les programmes? Parce qu'à un moment donné, je crains que non. C'est mon souhait. C'est la raison pour laquelle les partis politiques doivent former chaque jour davantage. C'est un combat permanent, c'est une quête et une conquête. Parce qu'effectivement, vous le demandiez tout à l'heure en France, la campagne, le premier tour du moins, a été tellement polluée par les affaires de costumes, de montres et autres, que ça ne ressortait pas. Et comme Marine Le Pen, vous voyez, elle a ajusté déjà sa stratégie en se mettant en congé du parti pour n'en devenir que simple candidate. Ce sont des stratégies, et comme elle l'indique par ailleurs, il faudrait maintenant que nous entrions dans des programmes contre quoi. Moi, je suis contre l'Union européenne. Vous êtes pour l'Union européenne. Moi, je suis contre l'ouverture des frontières. Vous êtes pour tout le contraire. Moi, je voudrais que tous les immigrés, vous savez, vous arrivez en France, par exemple, même si vous n'êtes pas, comme on dit, vous n'êtes sans papier, mais il y a la CMU, la couverture maladie universelle, vous en bénéficiez, vous allez dans un hôpital, on peut vous soigner sans même que vous ayez vos papiers, sans payer, encore qu'on va vous envoyer la facture plus tard pour la régler, mais on vous soigne d'abord. Et donc, pour elle, Marine Le Pen, c'est une pompe aspirante, c'est une pompe qui aspire les immigrés, et elle n'en veut plus. Donc, il y a vraiment, ces deux candidats-là ont des programmes diamétralement opposés. Et je crois que ça sera un débat de très bonne facture. Alors, pour sortir de l'émission, rapidement, chacun en 30 secondes pour sortir, parce qu'on est tenu par les impératifs du temps. Sur cette question-là, je ne suis pas prononcé. Non, je suis pour la démocratie. Je veux dire que, par rapport, mais avant le programme, je crois qu'il est important. D'abord, je remercie Limi de s'être corrigé lui-même sur le fait que je ne suis pas que sur le plateau pour me battre pour le code électoral. Parce que il a peut-être craint qu'on lui porte la même accusation. En vérité, c'est pour simplement dire que on se bat ensemble. Nous sommes battus sur tous les plateaux. Sur les plateaux, je veux que tu t'es corrigé. On se battait où encore? On est sur le terrain aussi. Non, mais sur le terrain. Je prends mon temps de parole. D'ailleurs, sur le terrain, je prends mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Parce que là, quand tu parles là, c'est 10 millions de personnes qui écoutent. C'est pour dire que vraiment, avant de parler des programmes en deux mots, sachant que si par exemple vous avez des enfants, des fils d'enseignants ou d'avocats, ils ont plus de chances de réussir à l'école que les fils de pauvres. Je ne dis pas que le fils de pauvre ne réussira pas. Si l'opposition n'a pas d'argent, il ne faut pas rêver. On ne sera jamais dans les dirigeants. Il faut que les gens le comprennent. Qui doit vous donner l'argent? C'est la loi de 2000, le financement public des campagnes électorales. C'est faux. C'est pas la loi de 2000. Non, c'est pas l'État qui vous donne l'argent. C'est l'État qui doit. Ça enlève ça de la tête. Il y a une loi de 2000 qui dit que les partis politiques en campagne doivent être financés. Mais avant d'être en campagne, vous devez d'abord déposer des listes de candidatures. Mais c'est ça, c'est votre position personnelle. Dans tous les cas, il y a financement. Le financement, c'est pas les candidatures. Laisse-moi finir. Les partis au pouvoir puisent dans le caisse ça c'est un pour être dans les 10 régions. C'est un mauvais procès. Sur le programme politique. Sur le programme. Je pense que on souffre d'un gros problème de culture politique. Les Camerounais ne lisent pas. Leur programme, c'est les billets de 5 000, la plupart des Camerounais, 5-10 000 francs. Ils vont voter pour ça, ou les billets. Je crois qu'il faut davantage de sensibilisation et d'éducation politique. Les Camerounais lisent déjà pas les journaux classiques. Il y a les journaux qui ferment parce qu'il n'y a pas de lecteurs, on ne vend pas, il y a des invendus qui retournent à 90% dans ce pays. Encore faudrait-il avoir de l'argent pour les acheter. Encore. Imaginez un programme politique. Les gens ne peuvent pas tenir un programme et j'invite mes compatriotes à lire les programmes parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, si en France, quand même, les gens font l'effort de lire. Mais dans le cas de Macron, c'est vrai qu'il y a toute une espèce de système qui s'est mis en place. Le candidat nouveau, son âge l'a un peu aidé. Il a parlé beaucoup plus de vision. La France qui va se débarrasser des clivages politiciens ou politiques. En fin de compte, c'est ça qui a pu jouer. Rappelez-vous en 82, quand Monsieur Mitterrand a été élu. Mais selon les sondages, c'est ça qui a permis. Monsieur Mitterrand a été élu. Si un jeune de 81 va former sa majorité avec je veux dire que ce qui a prévalu chez Macron, c'est moins son programme que cette fraîcheur, n'est-ce pas, qu'il a porté dans la classe politique. Je rappelle qu'en 81, Mitterrand a élu sur le programme commun PCPS. Mais quand il arrive au pouvoir, il passe à la rigueur avec M. Pierre Mauroy.
on change radicalement de politique. Absolument. Donc, en vérité, ce n'est pas tellement le programme. Mais là encore, il faut un effort parfois de lire. Mais au Cameroun, c'est catastrophique. J'invite mes compatriotes à exiger les programmes politiques. Ils ne lisent pas. Il y aura un parti au pouvoir qui n'a pas de programme politique. On sort de l'émission en disant chacun un mot en 30 secondes sur leur vision, la vision des principaux candidats notamment, puisqu'on est toujours dans le sillage des programmes, leur vision de l'Afrique. On a eu le sentiment que Macron, Marine Le Pen, visiblement, on l'a vu au Tchad récemment, on l'a souvent présenté comme une candidate anti-africaine. On doit peut-être commencer à regretter un peu l'échec de Mélenchon, qui indiquait pendant la campagne que s'il est élu, il irait chercher Gbagbo. Il faut espérer quelque chose de meilleur avec les deux candidats en observant leur vision d'Afrique. Thierry Diffène, en quelques secondes, on sort de l'émission. Sur ce point-là, non, la politique africaine ou globalement étrangère de la France ne va pas changer parce que Macron ou Marine Le Pen seraient arrivés à l'Élysée. C'est une politique qui vise des objectifs qui sont tout à fait légitimes pour les Français, c'est-à-dire faire rayonner leur pays sur le système international, obtenir leur place de leader, notamment au Conseil de sécurité, et évidemment défendre les intérêts de la France. Donc, moi, je vois mal comment est-ce que les intérêts de l'Afrique seront défendus parce que tel ou tel autre serait arrivé au pouvoir. Je veux sortir pour dire que on est comme ça en train de probablement d'élire le 5e président depuis 82 en France, quand au Cameroun, on a une seule personne qui est présidente depuis 35 ans, et Macron qui est en train de vouloir devenir président avec 4 ans en 82 quand M. Biya est arrivé au pouvoir. Donc ça doit pouvoir inspirer le camarade de M. Tepemanga, qui va répondre, M. Biya, de ne pas se présenter en 2018 parce qu'il est véritablement fatigué. Il ne pourra pas être l'homologue de son fils. Qui est Macron. Alors, Georges Tepemanga, Paul Biya, quand il est pris au pouvoir, il était plus jeune que Macron. Hein. Non, c'est pas vrai. Georges 42 ans. Georges 49 ans. Enfin, quand il a commencé, quand il est entré au cabinet de la présidence de la République. Allez-y, Georges Tepemanga. Monsieur Fangwa, je pense qu'un débat doit être instructif. Relativement à ce que vient de dire M. Ndifen, si les dispositions légales d'un pays permettent à un monsieur, un Camerounais, Qui a 84 ans. Qui a même 150 ans. Non, 84 ans, c'est plus. Mais c'est quoi ça? Si les dispositions. Moi, je reste. Suivez-moi. Non, je ne laisse pas. Non, c'est très important. Si les dispositions légales. Attendez, non, laissez donc mon temps de parole. aux États-Unis était. On sort l'émission si vous permettez à Georges. Moi, je vous ai écouté. Allez-y, Georges. Si les dispositions légales de notre pays permettre à quelqu'un qui a 80 ans, 90 ans, de se présenter. Rester au pouvoir. La légalité est là. Je ne peux pas, parce que je ne vous dis pas bonjour le matin, vous ne devez pas vous en offusquer. C'est le côté moral. Vous comprenez? La loi, les dispositions légales comme indiquent que tel monsieur Ndifen a 90 ans, mais comment est-ce que vous allez devenir plus royaliste que le roi? Vous allez demander à quelqu'un de ne pas aller que tout le... Voilà, vous avez compris maintenant? Bon, merci. Maintenant, pour chuter. J'indique toujours que, vous voyez l'échec de l'opposition, parce que dans certains pays, au-delà de tous les travaux qu'ils ont évoqués, si une opposition a une réelle capacité, elle peut effectivement détrôner le parti au pouvoir. Mais on sent que ces capacités n'existent pas. Pour chuter donc, j'ai toujours indiqué que les transformations sociales et sociétales nécessaires au décollage de notre pays se trouvent à l'intérieur de nos actions. Vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure. Macron, Le Pen, De Gaulle a dit que les États n'ont pas d'armée. Ils n'ont que des intérêts. Maintenant, pour chuter une dernière fois, j'ai appris, oui c'est la dernière, j'ai appris que Macron aurait écrit un livre, je crois, intitulé La Révolution. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais où il préconise que s'il est président, il engagerait un partenariat avec la FECTAMI. Je conseille déjà à Macron, si c'est lui qui est élu, qu'il commence peut-être, parce que ça m'inspire une très mauvaise idée, à savoir que quand il y a des sommets, que ce ne soit plus des sommets France-Afrique, mais et Afrique. Il y a un candidat qui a proposé des accords, on appelle ça comment? Des accords de réadmission. C'est-à-dire qu'avec des pays africains, les pays africains qui accepteront le retour des migrants seront prioritaires dans l'aide au développement. Voilà, oui, l'Afrique n'est pas la poubelle de l'Europe ni de la France. L'Afrique, justement, doit recouvrer sa dignité. Je voulais dire un mot sur ce qu'a dit Georges tout à l'heure concernant la limite d'âge. Je rappelle qu'au Bénin,
à 70 ans, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est le Bénin, c'est pas le Cameroun. Non, c'est un pays africain. Ils sont Qui n'est pas le sont Cameroun? pas plus cons que nous. Donc, Mais qui n'est pas le Cameroun? Non, je pense que la sénilité existe. À un certain âge, les neurones ne fonctionnent plus très bien. Surtout quand on passe 35 ans au pouvoir, on n'a plus le sens de l'innovation. Même on qu'on est n'avait bloqué. pas C'est pas pour insulter, nous respectons Non, chez non. moi en Afrique. Mais je dis qu'à un certain âge, il faut savoir aller se reposer. L'outil de mesure de Maintenant, M. je Favre. veux dire que vous prenez un cas aujourd'hui au Burkina Faso. Les lois sont très importantes. On ne peut pas gagner une compétition avec des mauvaises lois. Il ne faut pas se faire d'illusions. Au Burkina Faso, les gens sortaient pour contester l'article 37 de la Constitution, qui voulait faire de M. Compaoré un président à vie. Et du coup, un ange les a piqués dans la manifestation. Ils ont demandé le départ de M. Compaoré. Donc, quand le système de vote est verrouillé, est bloqué, il n'y a que l'insurrection. Vous changez de système. Non, non, je vais vous dire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mandat international d'arrêt, un mandat d'arrêt international contre M. Compaoré, qui est devenu ivoirien entre-temps. Le mandat d'arrêt a pour motif répression de l'insurrection. Ça veut dire que l'insurrection est sacrée dans un pays. Quand la voie du vote est bloquée, le peuple n'a qu'un espace. C'est la rue, c'est l'insurrection. La voie du vote est bloquée avec C'est bloqué le code électoral. Les députés, Le code électoral est bloqué. Le code électoral est bloqué. Donc il faut revenir à la force porte de people. On a compris. Commencer à combler les vides là. Merci. Il semble que tous les deux candidats rejettent la France-Afrique. Tant mieux. On se souvient qu'avec Sarkozy, Jean-Marie Bockel avait annoncé cela et quelques temps sûr, après, les effets il de est la arrivé crise ce qui est arrivé. Tous les Africains savent que les relations entre la France et l'Afrique sont des relations difficiles à faire évoluer parce que l'establishment politique français, il gagne beaucoup d'argent. Et de l'argent, c'est bien. Dès que quelqu'un, même si c'est Le Pen qui arrive maintenant, il aura besoin d'argent. Et les présidents africains qui veulent rester au pouvoir transporteront des sacs qui vont donner de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que Célestin et les autres pensent qu'il faut passer le temps à lutter contre le code électoral. Moi, je pense que nous avons mené cette lutte, nous devons continuer à la mener, mais nous devons être réalistes et savoir que c'est avec ce mauvais code électoral que nous allons battre le président Biya. Et que jamais n'est devenu conseiller municipal. Pour le battre, On serait majoritaire. et pour le battre un bon avec code. ce mauvais code électoral, il nous faut deux choses. Premièrement, unir nos forces, parce que cette étude nous montre que tous les partis de l'opposition... Merci Abel et Lily Lobert. On est tenu par les impératifs du temps. Merci infiniment pour cette analyse et surtout pour votre disponibilité. Merci à vous Georges Tepe Manga. Merci également. Merci à vous Thierry Diffen. C'est Saint-Germain, infiniment merci. Merci à vous madame, messieurs, qui avez regardé cette autre livraison 237 débat. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci.